Merci beaucoup, Monsieur Clairbois, pour cette présentation. Alors, en guise de parenthèse, une petite précision expliquant pourquoi j'ai rectifié le titre tout à l'heure. C'est pas du tout par formalisme, mais c'est parce que je tiens à insister sur le fait que le Centre européen d'archéométrie de Liège, dont le titre apparaît ici à l'écran, est vraiment un centre où on travaille en équipe, comme chez vous d'ailleurs ici au CREA. Et si je faisais allusion à David Strivet, c'est pas parce que seulement il est directeur, mais il est physicien. Et donc lui prend en charge toute la partie liée plutôt à l'application des sciences dites dures à l'archéologie, et tandis que de mon côté, moi je suis plutôt issu de donc la faculté de philosophie et lettres, mais ayant par le hasard des rencontres, des circonstances et de l'évolution de la vie, m'étant frotté finalement à ce qui relève plus de la biologie que de l'archéologie, avec la dendrochronologie. Et donc nous sommes au Centre européen d'archéométrie un peu des frontaliers entre le domaine des sciences et le domaine des lettres, et on forme vraiment, David et moi, une excellente équipe. Et les titres qu'il y a là derrière sont en revanche tout à fait formels, mais il en faut bien dans l'organisation d'une équipe comme celle-là. Donc ceci étant dit, je suis ici donc pour, je pense, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, on verra bien comment le séminaire évolue, quitte à ce que vous m'interrompiez ou qu'on ait une discussion après, mais je suis ici, si j'ai bien compris, simplement pour vous montrer mon expérience dans le domaine du relevé des charpentes anciennes, dans le domaine de l'archéologie du bâti au sens large, voire de l'histoire de l'architecture. Mais d'entrée de jeu, je voudrais aussi que vous sachiez que de ce point de vue-là, je suis vraiment un autodidacte. Et donc, je ne suis ni architecte, ni ingénieur, ni dessinateur, ni topographe. Ce que je vais vous montrer, c'est une expérience en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Et je ne vais pas faire, bien que m'occupant d'un centre d'archéométrie, de la très haute technologie dans ce que je vais vous montrer. C'est plutôt une certaine approche que je vais vous indiquer en fonction d'objectifs précis, que sont notamment des publications comme celle-ci, que je ferai circuler. On peut d'ailleurs les faire circuler de suite, pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que l'on cherche à faire, parce que derrière n'importe quelle action de terrain, il y a quand même au final un objectif, et la publication reste dans notre domaine une façon privilégiée de s'exprimer. Alors j'aime bien commencer les exposés concernant l'histoire ou l'évolution des charpentes par ce genre d'image, encore que je n'ai pas pour objectif aujourd'hui de vous présenter l'évolution des charpentes, sauf si on a un peu de temps et que ça vous intéresse. C'est plutôt de méthodologie qu'on va parler, mais enfin quoi qu'il en soit, une première remarque avec ces deux images qui me semblent très symboliques, c'est que en tout cas en ce qui concerne les charpentes de toiture, parce qu'il y a aussi bien sûr tout ce qui relève des pans de bois dont je parlerai un petit peu, nous entrons dans un univers très particulier que mes amis de Bruxelles connaissent de mieux en mieux. Hein, Sylviane ici dans la salle, Philippe et Paolo, donc tant dans l'équipe issue de CREA que au service des monuments et sites de la région de Bruxelles-Capitale, le contact avec ces parties cachées que sont les combles. Ces contacts sont de plus en plus fréquents, et d'entrée de jeu, ce genre d'image vous montre un peu dans quelles conditions on doit souvent travailler. Donc non seulement il y fait souvent sombre, mais il y fait chaud ou très froid, ou bien il y fait crasseux. On doit parfois, ça m'est arrivé, faire glisser des câbles électriques dans des couches de fientes de pigeons. Enfin, je vous passe les meilleurs. Mais bon, c'est comme ça. C'est une forme de réalité de terrain, c'est une forme d'archéologie. Et donc, ce sont aussi souvent des endroits, y compris pour de très grands monuments, qui n'ont, je dirais, jamais été explorés. Ou du moins pas comme on essaye de le faire aujourd'hui.
Et donc, c'est un peu ça le sens de ma deuxième image que j'ai tirée d'une encyclopédie de l'architecture du 19e siècle. Vous avez une très belle cour dans un bâtiment où tout le détail de la maçonnerie est relativement bien évoqué. Vous avez des coupes de cathédrales comme cela, où vous avez tout le détail des chapiteaux et des arcs doubleaux. Et puis la charpente, c'est un triangle blanc ou gris, mais en tout cas, c'est une terra incognita. Alors ça, je dirais, ça va encore. Le pire, et ça existe aussi malheureusement, c'est quand on vous dessine une charpente qui est complètement inventée, simplement pour dire que il y a une toiture avec une charpente. Mais ce n'est pas du tout la reproduction de la réalité. Donc, alors attention, il ne faut pas non plus sous-estimer les travaux de nos prédécesseurs. Viollet-le-Duc lui-même a déjà un peu écrit sur la charpenterie, mais enfin pas beaucoup. Et puis il y a nos grands maîtres comme Friedrich Ochtendorf qui ont fait de très très beaux relevés. Mais enfin, d'une manière générale, c'est un secteur qui était jusqu'ici peu exploré, du moins avec un regard d'archéologue. Alors l'exposé que je vais vous présenter va s'articuler autour de différents thèmes un peu basiques, il faut le dire. Je vais vous montrer quel type de relevé on peut faire pour quel objectif. On parlera éventuellement un peu de l'outillage qui est utilisé, qui peut être très simple ou très sophistiqué. J'ai même rapporté quelques relevés à moi il y a déjà pas mal d'années maintenant. Je commencerai par l'analyse archéologique fine, c'est-à-dire l'analyse archéologique de détail, comme on le fait de plus en plus en archéologie du bâti. Puis je passerai à un domaine d'observation qui est assez élémentaire, qui n'est pas très difficile à réaliser avec peu de moyens et qui est entre guillemets très, très payant. C'est l'analyse des marques de charpentier, en particulier les marques d'assemblage. Je parlerai ensuite d'analyse géométrale assez générale, coupe longitudinale et transversale partielle, en vous montrant ce que cela peut apporter pour dresser des typologies. Je vous montrerai que l'analyse des couvertures peut aussi être intéressante. Les relevés 3D, évidemment, on en touchera un mot. Et ensuite, la modélisation 3D, qui pour moi est une autre chose. La tracéologie. Et enfin, pour conclure, je montrerai un exemple où on établit un lien direct entre un relevé archéologique et un ancien traité de charpenterie. Alors, qu'est-ce que j'entends par... J'ai essayé de mettre des noms sur des choses que d'habitude, je n'avais pas l'habitude de nommer, simplement parce que ça va un peu de soi. Bon, qu'est-ce que c'est que l'analyse archéologique fine pour moi ? C'est un peu ce que certains d'entre vous font pour le moment, notamment à Bruxelles. C'est prendre le temps dans un bâtiment de le documenter, de faire du dessin brique à brique ou pierre à pierre, bois par bois, enfin de l'archéologie du bâtiment, quoi. Ou Bauforschung, on peut discuter sur ce mot. Bon, c'est pas évidemment très nouveau, mais enfin quand même, il y a peu d'années qu'on s'est lancé, en Belgique du moins, dans ce genre d'études. À titre d'exemple personnel, de vécu personnel, je vous montre rapidement ce que j'ai vécu dans un bâtiment, en partie à pan de bois, à Dinan. Il s'agit de la maison du Pléban. Je pense que mon premier contact avec ce bâtiment s'est passé à une époque où les services régionaux d'archéologie n'existaient pas encore. C'est la Fondation Rambaudouin qui avait en partie financé à l'époque, à la fin des années 80, une étude pour ce bâtiment racheté par la ville de Dinan à la province pour un franc symbolique, sans trop savoir ce qu'on allait en faire à l'époque. On parlait d'un musée. Finalement, c'est aujourd'hui un centre d'éveil à la musique, la maison de la Pataphonie. Et mon premier contact avec ce bâtiment était un contact pour simplement faire une datation d'ordre chronologique. Donc, c'était une attente de la commission des monuments et des sites à l'époque pour essayer d'argumenter mieux le classement du bâtiment et donc sa sauvegarde. Et pour localiser mes échantillons, on m'a donné
ce genre de relevé, qui est encore là, qui est enrichi parce que je l'ai rehaussé de couleurs, ça c'est un relevé typique entre guillemets d'architecte. Ce n'est pas du tout pour mépriser le travail des architectes, mais c'est pour bien montrer que il y a vraiment différentes sortes de relevés et qu'en fonction du but poursuivi, la qualité du relevé peut être éminemment variable d'un point de vue archéologique. C'est un relevé qui avait été fait, je crois, par les services de la province, qui dessine déjà les gros blocs de pierre de taille, mais vous remarquerez qu'ici tous les blocs sont dessinés sur une ligne horizontale. La charpente a l'air très rectiligne, alors qu'en fait c'est un bâtiment qui s'est fort déformé au cours du temps. Et ces déformations, vous allez le voir, sont dues à l'histoire du bâtiment, donc non seulement l'histoire de sa construction, mais l'histoire de ce que j'appelle ses pathologies. Et donc, voilà, ça c'est le document qu'on aurait envie d'utiliser parce qu'on est pressé, évidemment. Souvent on est pressé, bon ok, on va travailler là-dessus. Et puis finalement, de proche en proche, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai refait moi-même des relevés avec l'aide de mon épouse. Et ça a pris un temps fou, hein. Je veux dire, aujourd'hui, je serais plus capable de faire ça. Il faut des équipes. Bon, les voilà d'ailleurs, hein, ces relevés. On peut aussi les faire circuler. Là, si on parle technique, méthodologie, le matériel de base, il est on ne peut plus simple. Hein. Une lunette de niveau, un niveau de chantier, donc une lunette avec une mire. Pourquoi ? Parce que j'ai placé toute une série de ficelles à l'horizontale, quelques verticales probablement, pour faire mon relevé. Alors maintenant, je vois des collègues, notamment au service d'archéologie de Liège, du service public de Wallonie, qui font carrément, et ça m'a l'air très efficace, vous le faites peut-être vous-même aussi, des quadrillages d'1 mètre carré. Hein, ça, franchement, c'est une méthode que je trouve très élémentaire. Je suis en train de parler cuisine, hein, je ne sais pas si c'est ça que vous attendez, parce que j'ai jamais fait ce genre d'exposé. Donc, je donne un cours à mes étudiants à Liège pour leur apprendre ce genre de choses, mais je ne fais pas vraiment d'exposé théorique, je les mets dedans. C'est-à-dire que je les prends sur terrain 3 heures et puis ils doivent travailler, quoi. Donc, je leur explique ça sur place. Ici, je suis en train de le faire de manière un peu théorique. À l'écran. Donc j'ai placé une série de repères horizontaux et puis il a fallu choisir une échelle évidemment pour la prise de notes. Je peux faire circuler, enfin je sais pas, hein, vous pouvez les voir après. Alors ça, déjà là je pense qu'on touche des questions à la limite de querelle d'école, notamment de querelle d'école entre le monde des architectes et le monde des archéologues. Moi, j'ai une tradition d'archéologue. J'ai fait mes premiers pas dans des fouilles. Donc, j'ai relevé des stratis. Qu'est-ce qu'on fait quand on relève une stratie ? On met un décamètre à l'horizontale. On prend son fil à plomb. On prend un certain nombre de coordonnées. Et on travaille à une échelle qui permet de dessiner quand même du détail. Ce qui veut dire qu'on travaille au 10e ou au 20e. Hein ? Alors ici, j'ai choisi le 20e pour ne pas avoir des documents trop grands quand même, parce que une pièce de ce bâtiment fait 6 mètres de côté, si mes souvenirs sont bons. Comme il y en a une en façade, une à l'arrière, ça fait déjà plus de 12 mètres. Donc ça veut dire qu'à l'échelle 1/20, la largeur du bâtiment, donc ce que vous avez, non pas ici, sur la précédente probablement, voilà. Donc ceci, c'est l'équivalent du relevé d'architecte que vous voyez là. On peut aussi faire circuler. C'était une échelle assez confortable qui permet de descendre jusqu'à un certain niveau de détail. Alors j'ai utilisé les crayons de couleur pour faire ressortir pas tellement les phases. Les couleurs que vous avez là sont plutôt des couleurs qui indiquent le type de matériau, c'est-à-dire principalement le bois bien sûr, le torchis quand il est conservé, mais il y a aussi des remplissages de briques. Tout ça dans un bâtiment assez compliqué, repris en sous-œuvre avec de la maçonnerie là où il y avait du bois probablement à l'origine. C'est ce qui explique le relevé pierre à pierre qui est là-bas, un passage bouché. J'ai pas le temps de vous faire l'histoire de ce bâtiment, mais vous aurez compris que c'est un bâtiment compliqué, comme à peu près tous les bâtiments en pan de bois d'ailleurs, qui sont souvent repris en sous-œuvre. Par ailleurs, c'était une maison à l'origine, à la fin du XVe siècle, d'après la dendrochronologie,
qui comportait un bâtiment que j'ai appelé ici le bâtiment A, mais dont on voit, d'après tous les assemblages orphelins ici, qu'il était symétrique à un bâtiment A', qui tout à coup devient une espèce de fantôme, mais dont on peut évaluer son importance de manière assez précise par tous les assemblages orphelins, par le cadastre, qui reproduit exactement la même largeur de parcelle dans la maison voisine, qui est une maison du XXe siècle, mais qui remplace une maison ancienne. Donc tous ces petits détails-là, il fallait les noter pour comprendre un peu comment les choses se sont passées. Alors chaque mur, chaque paroi a été relevée côté extérieur, côté intérieur, mais ça ce sont les circonstances favorables puisque le chantier a duré longtemps, enfin ou plutôt resté en attente pendant très longtemps, donc le bâtiment a été complètement nettoyé, cureté pour des questions d'hygiène, ce qui a donné accès pendant plusieurs années, je pense, aux différents murs, et sans se presser, il a été possible de dessiner tout cela. Donc voilà des détails notamment du document qui circule. Alors là où le simple fait de mettre une ficelle à l'horizontale et de commencer à prendre ces mesures les unes après les autres est payant, c'est quand on peut montrer au contraire du relevé d'architecte que bien sûr vous avez dans les trumeaux des fenêtres ici des blocs qui sont à l'horizontale, vous avez un appui de fenêtre qui est à l'horizontale, mais vous avez toute une série de blocs sous-jacents qui sont disposés actuellement selon une pente, et quand on regarde ces blocs de plus près et quand passe son temps, c'est du détail de nouveau payant aussi, à dessiner toutes les tailles de pierre, c'est-à-dire les tours de taille périphériques, les tailles à la pointe, etc. Mais on voit que ces pierres ici ont été tronquées, ont été burinées pour installer les autres qui sont, elles, à l'horizontale. Donc ce simple dessin-là donne déjà une information sur l'histoire de la pathologie du bâtiment qui manifestement à un moment donné s'est enfoncé, et encore c'est pas la partie originelle, c'est déjà une partie reprise en sous-œuvre, tellement c'est compliqué. Il s'est enfoncé. Certains de ces blocs ont été démontés et réutilisés. Alors on voit que ce sont des blocs réutilisés parce qu'ils sont un peu mis n'importe comment. Il y a parfois des pierres qui sont coupées en deux. À l'horizontale, sur une structure qui a été gardée ancienne. Regardez par exemple le cordon mouluré qui est là-bas. Il a été taillé, il a été buriné. Donc je peux en déduire qu'à l'origine il était là. Mais que ces pierres-ci, qui sont désormais replacés à l'horizontale, en faisaient partie, et en fait ont été déplacés. Donc c'est une enquête très poussée que le simple dessin, avec un double mètre et quelques ficelles à l'horizontale, permet d'obtenir. Voici la façade arrière, donc de nouveau la minute de terrain sur papier millimétré, qui fait apparaître d'importants désordres. Donc c'est vraiment, à la limite, c'est un document qui peut être utile pour les ingénieurs, pour comprendre qu'il y a un problème. En réalité, il y avait une cave là, ou une citerne qui s'était tassée sous le bâtiment, qui est responsable de pas mal de désordres dans la construction. Et on voit ensuite comment, par mesure de sécurité, on a bouché tout cela par des briques lors d'une étape supérieure, etc., etc. Il y a toute une série de détails intéressants qui apparaissent. Alors, ben voilà. En synthèse, je remontre le document qui m'avait été remis au départ, enfin un des documents remis au départ, et voilà en fondu enchaîné, entre guillemets, le mien. Bon, je crois que ça parle de soi. Le niveau d'information n'est évidemment pas du tout le même. Encore un autre, ceci c'est de la coupe dans tout le bâtiment, où on voit très bien la disposition des cheminées, qui partageait d'ailleurs les souches de cheminée avec la maison voisine disparue. Et voici maintenant un autre relevé qui n'est pas de moins, c'est un relevé qui vient des services publics de Wallonie, l'ancienne infirmerie de l'abbaye Saint-Jacques à Liège. Alors, en fait, c'est la même chose, je veux dire, c'est le même type d'approche, donc c'est un relevé qui est dessiné, je pense à l'origine à l'échelle d'un 20e également, qui fait apparaître les déformations des bois. Donc on ne se contente pas ici du tracé géométral, on note les déformations des bois, donc on voit comment le bâtiment a vécu. La seule différence par rapport au mien, c'est que ça a été redessiné sur AutoCAD ou sur Adobe Illustrator, je n'en sais rien. Mais peu importe, je dirais c'est la même cuisine. Donc j'ai l'habitude de distinguer vraiment la méthodologie du relevé
de ce qu'on en fait après avec tous les outils informatiques dont on peut disposer aujourd'hui. Alors c'est vrai que je fais peut-être un complexe vis-à-vis de ces outils-là parce que moi-même je n'ai pas le temps de les maîtriser. Hein. Mais en tout cas, je vous assure, je me suis inscrit à une formation Adobe Illustrator au moins. On peut peut-être avoir un débat là-dessus. Par contre, AutoCAD, d'après ce qu'on me présente, les différents témoignages que j'en ai, mais certains pratiquent peut-être AutoCAD dans la salle. Oui, non? Oui. On me dit que c'est une usine à gaz, qu'il faut être plongé dedans tous les jours. C'est non. Bon. Nous avons acheté le programme et je l'utilise jamais. Alors ça m'énerve évidemment, hein. Mais c'est parce que j'ai pas le temps. Mais ça, c'est aussi peut-être une caractéristique de notre métier aujourd'hui, où le travail est tellement fragmenté en compétences spécialisées que, évidemment, c'est bien connu, on est obligé de travailler en équipe, mais enfin tout de même, en individu, on perd de plus en plus d'autonomie. Du temps de la maison du Pléban, je prenais un rotring. Hein, et je faisais tout moi-même. Maintenant, je passais du temps, c'est sûr. Mais j'avais une relative autonomie. Bon, alors je ne veux pas jouer ici au vieillard qui pleure sur le passé. Hein, je vous dis, je veux aussi m'y mettre. Mais de toute façon, ça ne change rien à l'approche de départ, quoi, à l'analyse et au relevé de terrain. Autre exemple où on fait la même chose avec, à mon avis ici, Illustrator, mais au départ, c'est quand même un relevé sur minute, sur papier millimétré. Alors là aussi, j'ai annoncé tout à l'heure une querelle méthodologique entre les architectes et les archéologues, enfin, ou certains architectes et certains archéologues. Vous avez remarqué, avec ce que je montrais à propos de la maison du Pléban, que je dessinais directement à l'échelle sur place. Hein. Alors là, c'est pour éviter d'oublier de prendre une mesure. Je préfère faire le relevé sur place. Un architecte, lui, enfin beaucoup d'architectes ont tendance à faire des croquis à main levée, à prendre des cotes et puis à redessiner en salle. Ils sont d'ailleurs, je dois le reconnaître, très habiles pour ça. Moi, j'ai pas été formé. Quelqu'un comme Thomas Commence le fait aussi, je pense. Bon, ça, c'est un petit peu une habitude. Alors, à cette méthode-là, je reproche l'inconvénient de perdre éventuellement, enfin d'oublier une autre information qu'il faudrait revenir prendre sur le terrain. Alors, quand on travaille à Bruxelles et qu'on a un bureau à Bruxelles, ça pose pas vraiment trop de problèmes. Mais quand, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, et ça m'arrive encore, je travaille sur la cathédrale de Beauvais, je vais loger là 3-4 nuits pour faire un travail et puis que je reviens, je ne vais pas y retourner le lendemain si j'ai oublié de prendre une mesure, quoi, hein. Donc je préfère noter directement. Maintenant, l'inconvénient du système que j'utilise, le système entre guillemets des archéologues, c'est que les plans ne sont pas cotés. Hein. Donc, moi, on me dit souvent, à la médiathèque d'architecture du patrimoine à Paris, où je travaille pour notamment les bouquins comme ceux qui circulent, on me dit souvent, oui, mais attention, nous, vos relevés, on va la mettre sur AutoCAD, et donc, il faut connaître, c'est mieux quand on connaît les coordonnées, quand on connaît les distances réelles pour les encoder dans un système vectoriel. Bon, enfin, là, de nouveau, si des gens ont quelque chose à dire à ce propos, ce serait peut-être intéressant qu'on en débatte tout à l'heure. Donc ceci, c'est aussi quelque chose qui vient de la région wallonne, d'une maison à Andenel que l'on a datée en dendrochronologie. Alors, en pensant à ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu à fouiller dans mes PowerPoint et dans ma documentation. Je me dis, tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Alors, j'ai choisi ceci, que je trouvais assez intéressant, que j'ai classé dans les relevés, entre guillemets, de détail, les relevés archéologiques de détail. C'est une élévation. Je ne sais plus si je l'ai faite, enfin, détail d'élévation, je ne sais plus si j'ai fait ça au 10e ou au 20e, mais ça a été redessiné sur place aussi. On est là sur les voûtes de la cathédrale d'Amiens, sur le chœur. C'est après avoir daté la charpente, dont on voit la base ici, daté les bois de l'hiver 1284-1285, que je me suis dit, tiens, comment est-ce que cette charpente est posée par rapport au mur? Car, si vous regardez bien, donc vous avez ici les extrados des arcs formerets, donc ce sont les arcs qui passent au-dessus des fenêtres, vous me suivez? Vous avez les extrados des voûtes vus en profil ici, avec d'ailleurs des avaloirs qui ont été creusés, taillés dans la pierre pour recevoir de l'eau qui coulerait éventuellement sur les voûtes et la diriger vers des
des tuyaux de descente dans les arcs-boutants, ce qui fait peut-être penser d'ailleurs à une toiture provisoire avant la charpente. Et puis là, donc, vous avez la charpente. Alors, première chose, on vient de me reposer la question récemment, y a-t-il adéquation entre la position des fermes principales, c'est-à-dire les fermes que vous avez ici et qui sont à la base reliées par un entrée. Je suis désolé, je suis en train de lâcher du vocabulaire un peu savant. Bon, c'est peut-être tout de suite dissiper les petits points d'interrogation que je vois flotter au-dessus de vos têtes. Et bon, il faut bien faire un peu de vocabulaire. J'ose pas trop m'écarter. Je prends ça peut-être avec moi. Hein, voilà, c'est ça ? Voilà, ça va aller tout seul. Une toiture en coupe, grosso modo, c'est ça. Hein. Alors, je viens juste de me lâcher le mot entrée, donc je ne vais pas aller plus loin. L'entrée, c'est cette pièce-là. Donc, c'est une pièce qui travaille normalement en traction pour éviter que les versants ne s'écartent et, par voie de conséquence, parfois pour éviter que les têtes de mur ne s'écartent. Donc entrée, traction, tirant, vous voulez, tie beam en anglais, c'est la même chose. Bon, donc les entrées sont vues ici en coupe. Et donc comme il n'y a pas un entrée tous les mètres, mais ici de part et d'autre d'un groupe de 5 fermes, une ferme c'est l'ensemble du triangle, ça va, de 5 fermes intermédiaires, généralement le charpentier aligne la position des entrées par rapport aux descentes de charge du bâtiment. Donc ici, on est dans une cathédrale gothique. La descente de charge correspond au travée. Ça va, vous me suivez ? Alors, une travée est comprise entre deux couples de colonnes. Hein, et entre les deux couples de colonnes vient se positionner la clé de voûte de la travée. Ça va ? Et généralement, on met une travée au-dessus de la clé de voûte, et un entrée au-dessus de la clé de voûte et 2 entrées au-dessus des paires de colonnes, donc ce qui fait 3 fermes par travée de maçonnerie. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un décalage. Bon, ok. Alors je me suis dit aussi, ça aussi c'est une approche dans le relevé. C'est peut-être intéressant d'essayer de comprendre comment le charpentier a travaillé, comment il a raisonné, et donc comment il a utilisé des mesures pour implanter sa charpente. Alors ça c'est aussi une discipline que je pense vous connaissez au moins de nom, l'analyse des mesures anciennes, ce qu'on appelle la métrologie, suppose des relevés très précis pour essayer de comprendre par essai-erreur, par approche successive, quelle unité de mesure ancienne a été utilisée. Donc j'étais à la recherche du pied utilisé à Amiens, et en voulant faire ça, je ne sais pas si j'avais m'en trouvé, je crois que c'était de l'ordre de 30 cm, en voulant faire ça, je me suis aperçu qu'il y avait sur les murs, je n'ai pas mis de photo, mais bon, c'est indiqué ici, des traits gravés dans la pierre avec des repères. Et puis je me suis aperçu en fait que c'était tout le tracé régulateur que les charpentiers ont eux-mêmes gravé sur la pierre très, très finement pour placer, non pas tout de suite la charpente, mais placer des corbeaux en pierre qui ont été enchâssés dans la maçonnerie, dans le mur Goutreau, après que le mur ait été construit. Vous me suivez ? Alors, ce qui est amusant de voir, c'est que là aussi, il y a des essais et des erreurs. Ici, par exemple, on voit que le charpentier, je dis le charpentier, bien que ce soit de la pierre, mais ce sont des corbeaux pour supporter la charpente. Donc, je me dis, ou alors c'est le charpentier qui est venu avec un maçon, mais en tout cas, ça fait partie de la phase d'installation de la charpente. Et donc, c'est assez rigolo. On voit à un moment donné on a essayé de creuser, on a mis un trait ici, on a mis un trait vertical là, donc on a positionné le trou à creuser pour mettre ce corbeau là, et puis pouf, à mon avis, le bois ici, qui devait enjamber l'arc formeret, pour supporter la console ici, était trop court, et on a adapté la position du corbeau en fonction de la longueur du bois disponible. Donc vous voyez bien le principe, donc chaque ferme principale est là-bas, elle est soutenue en fait par une oblique. Bon, tout ça est en projection géométrale, donc on ne le voit pas maintenant du moins. Mais bon, tant que vous tombez là où il y a beaucoup de maçonnerie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez descendre votre corbeau suffisamment bas, vous avez de la matière pour le chasser dans la maçonnerie. Par contre, vous n'allez pas mettre un corbeau ici, vous allez tomber dans l'arc de la fenêtre. Hein. Donc il faut faire un petit pont qui passe au-dessus de la fenêtre.
Et c'est ainsi qu'on a installé les corbeaux. Alors tout ce travail-là, tous ces gestes de l'artisan, ben, ils sont encore lisibles aujourd'hui. Et c'est quand vous les dessinez que vous comprenez ce qui s'est passé. Vous ne feriez pas le dessin, ça vous échapperait totalement. Comme quoi, je dis toujours aussi à mes étudiants, dessiner, c'est apprendre à regarder. Hein, faire une photo de cela ne donne pas du tout la même analyse que un dessin. Donc on a vu jusqu'ici quelques exemples, pas grand-chose, mais c'est suffisamment évocateur, de l'archéologie du bâti, vraiment de détail. Maintenant, je vous montre qu'il est parfois rentable de faire un simple croquis, de relever des marques d'assemblage des charpentiers pour comprendre un tas de choses avant une étude plus poussée, soit d'archéologie du bâti, soit de dendrochronologie, soit les deux. Alors, ce que sont les marques d'assemblage? Eh bien, vous aurez deviné, enfin j'espère, mais vous n'avez jamais eu cours avec moi, donc que pour faire simple, une charpente de toiture est constituée d'une succession de triangles, hein, de charpentes, avec ou sans entrée, ça on va y revenir dans un instant, qui sont disposés, mettons tous les mètres ou tous les mètres 50. En tout cas, dans les charpentes dites à chevron formant ferme. Encore un mot barbare que je viens de vous balancer à la figure, mais on y reviendra si on a le temps. Donc c'est ça qu'on appelle une ferme. Ça va? C'est ce triangle qui est là-bas. Alors là, qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin qui est tiré d'un ouvrage pour enfants, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions des deux Coques d'Or, c'est les Anglais qui éditent ça. Naissance d'une cathédrale, naissance d'un château fort, vous voyez ça? On s'est pas mal fait, il y a de temps en temps quelques erreurs, mais enfin. Là, on vous explique comment une ferme de charpente est en réalité assemblée à titre provisoire, à titre d'essai, au sol, avant d'être montée sur le bâtiment. En réalité, elle est fabriquée au sol. Donc le charpentier va dessiner au sol. C'est aussi du dessin, hein. Donc on marche dans les pieds des charpentiers aussi. Eux aussi, ils ont dû dessiner avant de construire. Hein. Donc ce qu'on fait après, c'est essayer de retrouver le schéma du charpentier. Donc le charpentier a sur le sol dessiné ce qu'on appelle une épure. Donc sur une aire de travail, éventuellement abritée, ce qu'on appelle l'aire d'épure. Il dessine non pas le dessin des bois dans leur véritable épaisseur, mais il dessine des traits d'axe sur lesquels il va poser les bois qui sont coupés à longueur approximative les uns sur les autres pour tailler les assemblages. C'est ce qu'en charpenterie on appelle faire la mise sur ligne. Une fois que tout le travail est fait, donc que les bois sont bien positionnés, coupés à longueur, que les assemblages sont faits, que l'on a introduit les tenons dans les mortaises à titre provisoire, que l'on a d'ailleurs creusé les trous de cheville, il faut démonter tout ça et remonter les pièces une à une sur le chantier. Oui, mais le problème est que des fermes comme celle-là, sur une cathédrale, il en faudra peut-être 15 principales et 30 secondaires. Vous comprenez? Donc ça fait beaucoup de bois. Quand vous commencez à faire toutes vos fermes les unes après les autres, que vous démontez tous vos bois, vous êtes complètement perdu. Ok? Alors je refais peut-être un petit croquis. Oui, ok, merci, mais je vais toujours utiliser ce que j'ai commencé là. Donc si ceci est une ferme, en réalité elle est plus complexe que ça, parce qu'autrement tout ceci fléchit, hein, vous aurez compris. Donc une manière pour éviter la flexion due à la prise au vent, à la charge, etc., il faut introduire un point dur ici. Alors ça peut par exemple être sous la forme de ce qu'on appelle un faux entrée. Bon. Comme l'entrée risque de fléchir sous son propre poids, on va le suspendre au sommet. Ça a 4 figures, hein, il y en a des tas d'autres, mais parce qu'en français, on appelle un poinçon. Je ne dessine que les traits d'axe, hein, je ne dessine pas les bois dans leur épaisseur. Comme ça ne suffit pas, il faut qu'on ait un petit point dur là-bas. On va mettre une petite jambette ou un potelet. Et pour renforcer
pour diminuer la portée ici, on va mettre ce qu'on appelle des aisseliers. Ici, comme on l'a vu à Amiens, on va mettre une console, un potelet et un lien comme cela. Et voilà, grosso modo, une ferme principale qu'il va falloir répéter 10 ou 15 fois. Ça veut dire que, comme ces pièces sont bien ajustées, et ne sont pas au millimètre près les mêmes, parce qu'un arbre, ça reste quelque chose qui n'est pas très, très régulier, on ne peut pas confondre cette pièce-ci d'abord avec celle de droite. Elle a l'air d'être la même, mais les assemblages ne sont pas réellement symétriques. Et on ne peut pas non plus la confondre avec la ferme suivante et la ferme qui précède. Okay? Donc qu'est-ce que fait le charpentier? Il va numéroter chaque ferme. Par exemple, celle-ci portera le numéro 1. Et comme il faut distinguer la gauche de la droite, on mettra aussi un numéro 1, mais soit à la gauche ou à droite, mais on va ajouter un signe que l'on appelle une contre-marque. Donc, vous avez pour chaque ferme des marques et des contre-marques. Et ceci va être répété. Chaque fois que vous avez un assemblage, vous allez trouver votre petit 1 contre-marque, 1 contre-marque, 1 à la marque, 1 à la marque, etc. Si par ailleurs, dans le sens longitudinal, il y a des problèmes d'assemblage aussi, on va aussi faire un marquage spécifique. Alors ces marques sont faites avec différents outils. Je n'ai pas le temps de vous dresser une typologie de l'évolution des marques et des outils, mais on pourrait le faire. Comme la rainette que vous avez là, ici la rainette à compas qui permet de faire des demi-cercles en guise de contre-marque ou de signe de localisation. Ici la rainette simple, donc on trace des bâtons. Hein. C'est facile de faire des chiffres romains avec des bâtons. Hein. Donc on utilise souvent les chiffres romains, ou plus exactement des chiffres romains simplifiés. Bon, donc il y en a partout comme dans les bâtiments, des marques de ce type-ci. Elles sont de types souvent très différents, d'une région à l'autre. Enfin, il y a des variantes d'une région à l'autre, d'une époque à l'autre. Il n'y a pas vraiment donc de code hyper formalisé. Néanmoins, dans un traité comme celui ici de Mathurin-Jousse, vous avez un énoncé des marques que le charpentier est censé utiliser très officiellement, mais ce n'est qu'un traité. C'est pas pour autant que Mathurin-Jousse a été suivi par tout le monde, et par ailleurs il est tardif. Les traités sont généralement tardifs, on n'en a pas pour le Moyen-Âge, donc celui-ci date de 1627. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la barre du 6 est à l'intérieur du V pour ne pas prendre de la place, 7, 8. Là, c'est un œuf très particulier qu'on rencontre rarement. Un bâton qui rencontre l'intérieur du V, j'ai eu ça à Beauvais, ici. 10, 11, 12, 13, 14. Alors 15, c'est un système d'abréviation. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc c'est 10 plus 5, mais le V du 5 croise le 10. Donc vous avez 20, 21. Ça, c'est un système de marque. Donc, si vous étudiez un bâtiment, alors ça peut être un pan de bois, ça peut être une charpente de toiture. Premier réflexe, mais vraiment premier réflexe que tout archéologue du bâti doit avoir, et qui fait l'objet au moins d'un croquis de base minimal, d'un dessin, c'est le relevé des marques d'assemblage. Car cela permet de retrouver la logique de construction du charpentier. Si vous prenez une marque isolée comme celle-là, si je vous écris ça au tableau, vous n'allez rien y comprendre, évidemment. Ça vous semblera venir de Mars. Hein. Mais remis dans une série, cela va prendre un sens. Et non seulement vous allez comprendre dans quel ordre le bâtiment a été construit, mais vous allez aussi avoir un outil qui permettra de vérifier si le bâtiment est homogène ou pas. Car si des bois ont été déplacés, s'il y a des réutilisations, cela va se voir tout de suite. Vous allez avoir le mouton noir qui va tout de suite ressortir d'un ensemble qui semble logique, sauf pour tel bois qui porte une marque tout à fait différente ou qui n'a pas de sens là où elle se trouve. Alors ici par exemple, ceci je l'ai emprunté, je suis désolé, j'aurais dû mettre les noms sur toutes les images, mais on n'a jamais le temps de faire ça. C'est un croquis que j'ai emprunté à l'ancien conservateur du musée du Fourneau Saint-Michel, hein, là où on musée en plein air, là, M. Tinchy, qui montre un relevé
ça c'est un type même de marquage de pignon en pan de bois dans les Ardennes. Alors ça, d'habitude je fais faire une devinette, mais on n'a peut-être pas le temps ici par les étudiants eux-mêmes qui essaient de comprendre, mais tant pis, je vous donne directement la réponse. Donc vous avez des marques qui paraissent assez compliquées. En réalité, vous avez différents types de numérotation qui se chevauchent, qui se recoupent. Vous avez une numérotation par étage de traverse, vous avez une numérotation par travée, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième travée, et vous avez un signe commun à tout le pignon pour distinguer chaque bois, enfin pour indiquer que chacun de ces bois-là vient sur ce pignon-là, le pignon ouest ou le pignon est. Vous me suivez? Alors, on va quand même essayer de vous faire découvrir par vous-même quel est le signe commun, le dénominateur commun de toutes ces pièces. On va voir si vous êtes attentif. Comment? C'est la patte doigt, hein, c'est ce qu'on appelle la patte doigt. Donc la patte doigt, c'est pignon patte doigt. Alors peut-être que l'autre pignon, c'est pignon demi patte doigt, ou c'est zigzag, ou c'est tout ce qu'on veut, hein, n'importe quel signe. Par ailleurs, ce que je vais vous dire aussi, c'est que souvent, en charpenterie de pan de bois, le charpentier aime bien, quand il a son entretoise là dans les mains, comme ça, il sait pas, il la met comme ça, il la met comme ça. Donc il est bien de savoir où est le haut et où est le bas. Donc si la pièce est comme ceci, il va mettre un V qui prend souvent presque la largeur du bois, qui est plus finement gravé que la marque. Et ça, c'est ce qu'on appelle le V monté dans les anciens traités. Ça veut dire que ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. C'est tout simple, quoi. Alors, quand vous commencez à mélanger le tout, ça donne effectivement des choses un peu bizarres. Donc, si je commence en bas à gauche, cette traversie, elle a le V du monté et la patte doigt du pignon. Autrement dit, point de vue valeur, ça veut dire 0. Hein? Par contre, là, c'est 0 travée, 0 niveau. Là, c'est 0 travée, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau qui croise le V monté, et ainsi de suite. Donc, alors là, c'est 0, 1, 2, 3 pour les travées. Donc voilà, travée 1, et ceci, c'est la travée 1, étage 3. D'accord? Voilà, donc vous avez une clé de lecture, là, si jamais vous entrez dans un... Mais à condition de le noter, hein, de le dessiner. Donc là, un simple croquis peut faire l'affaire. À titre d'exemple, et pour rendre hommage à l'équipe avec laquelle je travaille pour le moment à Bruxelles, voici un cas qui tout de suite alerte nos esprits. Nous sommes rue Haute à Bruxelles, la maison dite de Bruegel. Un simple croquis, hein, des fermes principales, voilà les fermes, hein, oui. J'ai 2 contre-marques, 2 à la marque, 3 contre-marques, donc là on est du côté de la rue ici, 3 contre-marques, 4 contre-marques, et je vais jusqu'à 6, donc oui, il n'y a jamais de 4 V, 1 V, hein, c'est toujours des valeurs qui s'additionnent, donc là c'est la marque 6 contre-marque, et là la marque 6. Ce qui nous alerte, et on est toujours en train d'en discuter entre nous, parce que ça pose des problèmes d'interprétation dans d'autres bâtiments. Pourquoi, nom de bleu, les charpentiers commencent-ils à numéroter à 2? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu un pignon en charpente qui portait le numéro 1? Évidemment, c'est la question qui vient de suite à l'esprit. Donc, voilà comment un simple croquis de marque d'assemblage, tout de suite, nous lance sur une hypothèse qui a des conséquences considérables sur l'histoire de l'urbanisme à Bruxelles, parce que ça suppose qu'on imagine des toitures conservées de maisons qui jadis étaient en pan de bois, en façade. Hein? Hypothèse à vérifier, hein, ne prenez pas ça pour une réponse définitive à la question. Alors, si je transpose maintenant cette approche dans des grands bâtiments, dans des grands monuments comme des églises, ben voilà comment un simple croquis où je note en gras les fermes principales, enfin les fermes secondaires de cette église à Liège, qui est l'église Sainte-Croix, un simple croquis permet de positionner les marques d'assemblage et de voir qu'on a une première série uniquement sur le cœur qui fait 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus combien là, qui va d'ouest en est, et puis une série sur le transept qui va du nord vers le sud, une première série mais uniquement de 2 travées de charpente qui part du carré du transept, va vers l'ouest sur 2 travées, puis les 2 travées suivantes vont dans le sens contraire, et boum, enfin on a une phase qui termine le chantier sur 4 travées de charpente. Alors,
dans un premier temps, tout cela n'indique qu'une chronologie relative, naturellement. Enfin, ça doit alerter l'archéologue du bâti, surtout qu'il arrive de temps en temps, dans ces cas-là, que comme par hasard, là où se touchent des séries de marquages différents, on trouve des traces archéologiques de cloisons provisoires de fermeture du comble qui montrent que le chantier s'est arrêté là à un moment donné. Alors tout évidemment devient clair quand on fait la dendrochronologie, puisque là on est en 1255-56, ici en 1283-84 hiver, et là on est aussi en 1283-84 hiver pour les deux phases, et puis on termine en 1331-1332. Donc des lots différents comme ça de marques d'assemblage que l'on relève facilement dans un carnet ou sur une feuille de papier millimétrée, indiquent des phases. Reste à voir si elles sont significatives de grands écarts chronologiques, ça c'est autre chose, mais en tout cas, cela signifie que du point de vue dendrochronologique, il faut envisager des campagnes d'un nombre suffisant d'échantillons par lot, et pas se contenter de 3-4 échantillons sur l'ensemble du bâtiment. Non, il faut 5 à 10 échantillons par phase de numérotation. C'est ainsi qu'à la cathédrale de Beauvais, je suis à peu près à une centaine d'échantillons maintenant, hein, quand on commence à raisonner de la suite. Donc, simple croquis, pour revenir à nos préoccupations, mais très utile. Voilà, je viens de faire allusion à Beauvais. Voilà ce qui s'est passé à Beauvais. C'est un bâtiment très compliqué, qui a une histoire très compliquée. On sait que... je suis désolé, j'ai changé de fond d'écran et les dates n'apparaissent pas, mais enfin, c'est pas grave. Vous avez tous, j'imagine, entendu parler des chutes de voûtes, soi-disant, de la cathédrale de Beauvais. Donc, un jour d'hiver, la Saint-Nicolas d'hiver 1284, on sait que les voûtes, mais on ne sait pas quoi exactement, se sont effondrées, mais que les reliques étaient sauves. Bon. Alors, il y a eu un problème de stabilité, manifestement, et quand on analyse la charpente, mais on voit que, de nouveau, simplement en positionnant les fermes qui ont gardé un emplacement d'origine, ici en gras, et en pointillé les emplacements anciens par rapport au déplacement des fermes d'une deuxième phase, on voit que ces désordres dans la charpente, ces modifications de la charpente sont associées à deux systèmes de marquage différents faits avec des outils différents. Et alors le simple relevé de toutes ces marques permet de comprendre la première phase, puis la deuxième phase de travaux dans la charpente, qui comme par hasard correspondent à des dates d'Andrôme, mais qui sont invisibles sur l'écran pour le moment, mais je les connais par cœur. La première phase est datée 1257-58, et la deuxième, tenez-vous bien, abattage des bois en hiver 1284-1285. Or, l'accident date de la Saint-Nicolas 1284. Donc là se rencontre à la fois l'analyse, je dirais, graphique simplement du relevé des marques, et la datation dendrochronologique. Alors plus récemment, mais ça c'est une piste qui est toujours ouverte, on a réalisé qu'il y avait... Enfin bon, il y a d'autres marques, je veux dire comme ça, que les marques d'assemblage. Il y a aussi des marques... Bon, il y a des signatures des charpentiers, donc dater, signer une charpente, c'est assez rare. Alors qu'on va en avoir une pour Bruxelles bientôt. Par contre, ce qu'on a plus fréquemment, ce sont des marques liées au transport des bois, au commerce du bois, au flottage du bois. Alors au Moyen-Âge, ce sont des marques relativement simples, et puis tout à coup au XIXe siècle, on a des choses extrêmement compliquées, extrêmement sophistiquées, qui datent peut-être des années 1830, 1850, je ne sais pas. Alors ça mérite profondément, parce que ça fait partie d'un passé très récent. Ce sont des marques qui sont gravées sur des poutres en résineux, qui viennent probablement d'un commerce important et assez lointain. Et ça m'énerve. Bon, j'espère un jour faire un lien avec des archives ou je ne sais pas quoi. Alors, ce qui est un peu assez excitant là-dedans, c'est que me voilà un jour dans les combles de l'église de Polleur, c'est sur la commune où j'habite à Theux, donc au bord des Ardennes, à observer ce charabia. Alors jusqu'ici, j'en ai fait une photo, mais c'est le genre de choses qu'il faudrait dessiner, à la limite décalquer. Car quand j'arrive à Bruxelles, à Neder-Overenbeek, avec nos amis là, de l'équipe de Bruxelles et Sylviane, qu'est-ce que je vois? La même chose. La même chose. Donc, il faudrait qu'on les dessine. Vous voyez, il y a le petit bazar isolé, là, on trouve un petit bazar isolé. Bon. Enfin.
Donc là, la photo, c'est déjà bien. J'ai essayé de comparer comme ça, mais si on dessinait, ça serait encore mieux. Alors là, on peut aussi dessiner ce genre de choses, mais on peut aussi photographier des signatures, des millésimes, comme ici à Notre-Dame de la Chapelle. Ça va? Vous tenez le coup? Alors, ce que j'ai appelé l'analyse géométrale, bon, bah là, c'est disons, un relevé qui, dans le but de faire d'une typologie ou une typochronologie, peut ne pas être aussi détaillé, aussi soigné que les relevés au 10e ou au 20e. Maintenant, si vous avez un relevé au 10e ou au 20e très bien fait d'une coupe de charpente, tant mieux, qui peut le plus, peut le moins. Mais enfin, ça prend pas toujours le même temps. Donc, quand on est pressé et que la charpente n'est pas trop compliquée, parce que quand même ça se voit, il y a des charpentes qui sont assez homogènes, et cela se remarque assez vite. D'abord ici, à Gand, voilà, je me promène en faisant mes trous là, dans la charpente. Tout de suite, je fais un petit croquis quand même pour localiser les échantillons. C'est pas moi qui vais faire le relevé, c'est l'équipe archéologique du service de la ville de Gand. Donc j'ai fait un petit croquis à titre personnel que j'ai transmis au service pour qu'il fasse ensuite le relevé de manière plus métrique. Comme les bâtiments sont constitués de plusieurs travées de charpente, en fonction de ce que je vous ai expliqué, il y a évidemment dans ce genre de toiture une partie répétitive. Donc ça ne vaut pas nécessairement le coup, si on fait une simple typologie, de dessiner toute la coupe. Tant mieux si on l'a, mais de toute façon, dans une publication, ça va prendre de la place, donc on va tronquer le relevé. Donc dans ces cas-là, il faut au moins une coupe transversale du bâtiment, ce qui va vous donner ceci, et une coupe longitudinale partielle d'une travée, parce que ces deux approches, longitudinale et transversale, vont finalement vous donner les éléments d'un modèle qu'à la limite vous pouvez faire en 3D après. Encore que dans ce cas-là, j'aime pas tellement la 3D justement parce que l'image n'est pas décomposée. Ici, je peux comparer des pommes et des poires très facilement parce que j'ai les choses dans un seul plan. Donc voilà, maintenant mis au nez ce genre de relevé. Dans ce cas-ci, bon, il y a une 3D que je mets là à titre d'illustration. Dans ces cas-ci, ce sont des charpentes très simples, très anciennes aussi d'ailleurs, on est au XIIe siècle. Bon, c'est une espèce de grillage qui se répète. Et il y a donc ici une coupe transversale qui donne l'élévation de la ferme, avec d'ailleurs le dessin des assemblages. Très important de dessiner quand on peut les assemblages, même à l'échelle 1/50e. J'ai oublié de dire qu'ici au départ on dessinait souvent à l'échelle 50e. Et puis la coupe longitudinale qui prend 1, 2, 3, 4, 5, finalement ferme, ça n'a pas tellement d'importance parce que c'est la répétition chaque fois de la même et il n'y a aucun caractère sophistiqué dans le plan longitudinal. Enfin, par convention, on a tout de suite une idée, quoi, ne fût-ce que de la cadence de la position des fermes. Par ailleurs, ceci permet de faire des comparaisons avec ce que des collègues, par exemple suédois, observent, parce que cette charpente qui est unique en France et en Belgique, je la retrouve en plusieurs exemplaires en Scandinavie, ce qui pose un certain nombre de questions. Dans ce cas-ci, à Saint-Barthélemy à Liège, on est pratiquement à la même époque, c'est un autre réseau secondaire de fermes, mais c'est toujours le principe d'une ferme qui se répète dans le sens longitudinal. Là, par contre, on a fait une coupe complète parce qu'on a localisé des échantillons et il y a des petits détails qui font d'ailleurs qu'on peut, au demi-siècle près, distinguer une phase qui fait partie d'une série de bois abattus en 1150 et puis une autre plus tardive dans les années 1185, si mes souvenirs sont bons. Alors, ne pas oublier dans certaines circonstances l'importance des vues en plan. Donc, de nouveau, vous avez une projection horizontale cette fois-ci. À titre d'exemple de ce qui a été fait à l'église de Chaussée de Notre-Dame sur la commune de Soigny par les collègues de la région Wallonne aussi, mais avec des dendros que nous avons faites. Et cette vue en plan, là de nouveau, elle est reproduite avec des procédés type Illustrator ou AutoCAD et ça permet de mettre des couleurs qui ici sont significatives de pas grand-chose en fait. Je ne sais pas très bien ce que le dessinateur a voulu montrer par les couleurs, c'est pas la chronologie. Je crois que c'est les différents niveaux de bois. C'est peut-être un peu confus comme approche. Bien. Alors, je reviens à Beauvais. Quand
on dessine des coupes dans ce genre d'édifice. Dans ce cas-ci, dans la coupe longitudinale, l'architecte en chef des monuments historiques qui travaillait avec moi à l'époque a fait une coupe longitudinale complète, et là il a fait, et pas seulement que cette coupe-là, il a fait un tas de relevés, et là tout a été pris, toutes les coordonnées des points ont été pris effectivement avec une station totale ou un théodolite à l'intérieur de la charpente, point par point. Il y a eu un travail fou fait en collaboration avec l'IGN. Maintenant, ce relevé-là a pour avantage non seulement de fournir des éléments pour dresser la typologie, mais ça permet aussi de montrer comment, un peu comme à la maison du Pléban tout à l'heure, le bâtiment s'est déformé, c'est d'autant plus, enfin la charpente s'est déformée, c'est d'autant plus important que nous sommes ici sur ce contexte où il y a eu l'accident de 1284. Alors déjà, on voit une différence en toute cette partie-ci qui est, pour la partie la plus ancienne, antérieure à l'accident de 1284, avec des modifications datées en Andro d'après l'accident de 1284. Et par contre, ici, on a une charpente tout à fait différente du reste, qui est d'ailleurs moins déversée, moins inclinée, qui est datée d'Andro de 1573. C'est-à-dire que celle-là, elle est postérieure à un autre accident, parce qu'il y a eu plusieurs accidents à Beauvais, qui a été l'effondrement de la flèche qui se trouvait ici au carré du transept et qui est tombée de ses 150 mètres de haut, de tout son poids. Bon, ça a aussi fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Bien, donc, mais je me sers de ce genre de coupe, évidemment, pour ensuite faire une coupe transversale partielle qui reprend certaines modifications de la charpente, qui montre en transversale, cette fois-ci, la ferme principale, mais également, donc voici une ferme principale, mais également partiellement reproduite, les éléments d'une ferme secondaire, comme il y en a 4 ou 5 selon les cas entre les fermes principales. Donc dans le bouquin qui circule, vous allez voir chaque fois au minimum, pour chaque exemple, il y en a 300 je crois, ces informations-là de base. Donc la coupe transversale partielle d'une ferme secondaire quand il y en a une, et une coupe longitudinale entre deux fermes principales. Et c'est comme cela que, bon, ceci c'est le même principe, je passe, c'est comme ça qu'à force d'accumuler ce genre de relevé, vous avez un corpus. D'un côté, vous avez un corpus qui est purement géométral, donc vous avez des relevés avec lesquels vous allez faire une typologie. Et sincèrement, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai mis tout sur la table. Hein, donc c'est des ciseaux et des papiers collants. Hein. Bon, maintenant, de nouveau, on peut jouer avec des programmes et tout ce qu'on veut. Et puis, j'ai mis les pommes avec les poires, quoi, c'est tout. Hein, pour créer des familles. Alors, cet exercice-là, c'est exactement le même, j'insiste là-dessus, que celui que vous faites quand vous faites de la céramologie. Hein. Quand vous faites vos profils de peau et que vous commencez à mettre toutes les assiettes de sigillés du Dragon Dwarf, machin, truc et bazar, vous mettez les pommes avec les poires. Hein. Mais surtout, vous veillez bien à faire vos planches avec des dessins à la même échelle. Ça, c'est fondamental. Et ça a été une bagarre, j'insiste là-dessus, ça a été une bagarre avec le maquettiste quand il a fallu faire le bouquin, parce que en maquettiste qu'il était, il voulait gagner de la place ci et de la place là. Oh, mais je vais un petit peu vous agrandir celle-là, on verra mieux. Je vais un petit peu vous réduire celle-là, parce que... Mais non, surtout pas. L'intérêt, c'est d'avoir tous les relevés à l'échelle 1/200e, alors que nous sommes partis d'une base, pour la plupart des cas, au 1/50e. Hein? Mais feuilleter le bouquin, c'est ça qui fait son intérêt, sa richesse. Sans lire de texte, vous avez une vue d'ensemble sur différentes manières de faire une charpente, et Dieu sait s'il y en a durant le dernier millénaire sur les monuments historiques. Alors, je vous avoue que, bon, on s'est bien entendu avec le maquettiste, il a admis, et puis il a même trouvé lui-même que Nom de Bleu, non seulement c'était ça que j'avais demandé, mais en plus c'est beau. Hein, oui, c'est vrai, c'est beau. Je dis oui. c'est cohérent, donc voilà. Donc voilà, pour le nord, le bouquin qui circule, on a eu 300 toitures répertoriées, 270 qui ont été dessinées selon les normes que je vous ai données. Alors là, c'était un très gros travail d'équipe parce que
c'est aussi un travail de synthèse. Donc non seulement il y avait les relevés que j'apportais, certains venant de ma propre thèse de doctorat sur la Wallonie, d'autres venant d'études complémentaires, d'autres de collègues, mais il y avait une base aussi, un fonds de commerce qui est alimenté par la médiathèque d'architecture et du patrimoine elle-même, qui a permis d'avoir un corpus assez élargi. Alors ça aussi c'est intéressant pour un peu comprendre les niveaux d'approche. On a mis dans le même pot des choses qui viennent d'études archéologiques pointues, ou à la limite où il y a eu des relevés de détails comme j'évoquais, puis des relevés archéologiques un peu plus sommaires, et puis on s'est dit, pour étendre la collection, on va quand même un petit peu regarder ce qu'ont fait les architectes des monuments historiques, parce qu'en France, il y a un système qui veut que les agences, donc les bureaux d'architecture, au bout d'un temps, déposent leur documentation à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Donc il y a dans ce qu'on appelle les études préalables à la restauration des monuments une mine d'informations concernant les travaux sur une cathédrale, sur un bâtiment. Et donc j'ai accès à tout ça. Alors c'est un accès un peu dangereux parce que il y a des choix à faire. On ne peut pas revisiter tous les bâtiments. Si on veut en traiter 300, on ne va pas aller les refaire tous. Donc il faut quelque part faire confiance au relevé de l'architecte. Après tout ce que j'ai dit du relevé des architectes avant, vous me direz je ne suis pas cohérent. Oui et non. Bon, on finit par voir un peu comment les architectes travaillent. Et surtout les architectes en chef des monuments historiques. Je ne dirais pas qu'il y a des bons, qu'il y a des mauvais, mais enfin il y en a qui ont un sens plus archéologique que d'autres. Et puis ça dépend du niveau d'information dont on a besoin. Si on veut mettre ensemble toutes les charpentes d'une typologie assez simple du XVIIIe siècle, on peut faire confiance à certains relevés d'architectes dès lors qu'on sait qu'ils ne sont pas entrés dans un bâtiment trop compliqué. Mais ceci dit, on n'est pas à l'abri des erreurs. Hein. Je me suis peut-être fait piéger. Hein. Peut-être que si je rentre dans un bâtiment maintenant que je n'ai pas visité, qui est publié, je vais m'en mordre les doigts. Mais enfin bon, c'est un pari. À un moment donné, il faut être rationnel, il faut avoir un objectif et un délai. Bon, donc 270 dessinés, 100 dendros datés. D'autres sont datés par d'autres contextes. Bon, alors pour l'autre bouquin qui va sortir sous l'ouest de la France, on a mouliné tout ça dans une base de données Access. Et bref, au final, on a dressé des familles, donc ce sont des planches avec les dessins au 50e réduits au 200e. Et puis des familles, j'ai tiré un dessin un peu symbolique, ce que j'appelle fil de fer, pour le réduire plus encore. Et là, j'ai représenté une famille par un seul logo, un seul dessin, et puis j'ai mis ça sur la ligne du temps. Vous voyez ? Donc ça, c'est d'un point de vue graphique, une autre approche. Là, on n'est plus au stade du relevé. Hein. On est au stade de l'interprétation graphique pour essayer de faire passer un message. En l'occurrence, le message ici est l'importance de l'inventivité du XIIIe siècle par rapport aux autres périodes. Alors, il y a des choses qui, dans le relevé, peuvent paraître des détails et qui, en fait, ne le sont pas, même quand on travaille à l'échelle 1/50e, comme par exemple la position d'une panne par rapport à l'arbalétrier. Alors, oui, j'ai encore lâché des mots barbares. Je reprends mon tableau. Si je me risque dans un petit dessin en perspective, ça c'est un peu plus casse-cou, et que je reprends mon système de charpentes qui sont constituées de triangles juxtaposés les uns derrière les autres. Vous me suivez ? Le mur Goutreau est là. Donc voici ma ferme de tête. Et puis, bon, elle se répète là, voilà, avec un entrée à chaque fois. J'ai en plus ici des fermes intermédiaires. C'est-à-dire que dans ce cas de figure-ci, j'ai un certain nombre de pièces ici que l'on appelle un arbalétrier. C'est la même racine que le mot arbalète en fait. Hein. Ça ressemble un peu à une arbalète aussi. L'arbalétrier est donc une pièce qui ferme le triangle de la ferme, mais en même temps, dans ce cas-ci, où vous avez des arbalétriers très rapprochés les uns des autres, parce qu'ici il y a de l'ordre de 1 mètre, vous posez directement la couverture. Donc vous posez directement les voliges de la couverture. Ça mange évidemment énormément de bois. Donc ça veut dire que l'arbalétrier, il forme également le chevron. Le chevron étant un élément recevant la couverture. Aujourd'hui, les chevrons que vous trouvez dans le commerce sont des chevrons de 9,9 évidemment. Hein.
de petites sections parce qu'ils ne sont pas posés, ils ne sont pas assemblés à des fermes de ce type-là. Ça, c'est le mot barbare de charpente. Charpente à chevron. Alors certains disent portant, moi je préfère formant, ferme. C'est-à-dire que les chevrons forment la ferme. Vous savez, ce sont des couples. Néanmoins, comme ça mange beaucoup de bois, enfin je simplifie un peu l'histoire de la charpenterie, mais il y a de ça, on a un autre système. Il n'y a pas vraiment de lien chronologique parce que le système que je dessine là, il existe depuis la haute antiquité dans les régions où il y a moins de bois. C'est le système où les fermes sont relativement distantes les unes des autres, de l'ordre de 5-6 mètres par exemple. Hein? Voilà. Il y a ensuite, dans le sens longitudinal, des pannes. Et c'est sur les pannes que viennent se mettre les chevrons. Ça, c'est ce que vous connaissez. Hein. Je veux dire, c'est ce que vous voyez un peu tous les jours dans le bâti du 19e siècle, par exemple. Et puis le voligeage. Ça va? Alors maintenant, comment assembler ça? Si ceci est mon chevron et que ceci est ma panne, je peux la mettre comme ça, par au-dessus, ou bien je peux l'assembler dedans. C'est pas la même chose. Donc c'est soit... En fait, maintenant je peux revenir à l'image. Donc ou bien c'est ce système-là où on met... excusez-moi, j'avais oublié que je vais utiliser la souris. Voilà. Ou bien je mets ma panne par au-dessus, et alors je dois la retenir par une cale. Cette cale porte le doux nom de échantillol. Ou bien je l'assemble dedans. Alors l'avantage de ce système, c'est que l'épaisseur de ma charpente est moindre dans le versant. L'inconvénient, c'est que ça demande un travail plus soigné, et notamment entre deux fermes, il faut les maintenir légèrement écartées les unes des autres avec une corde, et puis les resserrer les unes sur les autres pour bien bloquer le tenon dans la mortaise. Donc ça, c'est aussi un plan d'assemblage, c'est aussi un plan de marquage qui doit être préparé au sol. Ici, c'est plus simple, mais évidemment, l'épaisseur est différente. Quoi qu'il en soit, voilà, je note ce détail parce que ensuite, on a mouliné tout cela dans une carte et on s'aperçoit qu'il y a quand même, indépendamment des aspects chronologiques, en gros, le système à chevron formant ferme disparaissent dans nos régions à la fin du Moyen-Âge. Donc, indépendamment de l'aspect chronologique, il y a un aspect géographique. La tendance étant d'avoir des systèmes avec échantillol plutôt dans le centre de la France, tandis que dans les régions plus proches du monde germanique, comme le bassin mosan, on a plus volontiers ce système d'arbalétrier dit de chambré. J'ai encore lancé un mot barbare, ceci étant un arbalétrier dit de joué. À Bruxelles, c'est encore différent. Il y a un système de portique, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ça. Peu importe, on n'est pas ici, je le répète, pour faire la typologie des charpentes, mais on est là pour indiquer le type de regard que l'on doit adapter aux questions que l'on se pose. Et donc, ce genre de détail qu'un architecte ne dessinera pas toujours, encore que ça, c'est un détail dont un architecte a besoin parce que ça change pas mal de choses. Si on veut mettre une isolation, etc., ça change un peu les données. Mais enfin, c'est un détail qui a son importance. Alors, je m'occupe de charpente, mais m'occupant de charpente, je suis forcément dans des toitures qui n'ont pas que du bois, mais aussi des matériaux de couverture. Alors, je ne suis pas vraiment spécialisé dans l'analyse des matériaux de couverture, mais je voudrais que vous sachiez qu'il y a des équipes, notamment dans les contextes où on utilise beaucoup la tuile, comme ici en Bourgogne, qu'il y a une véritable archéologie du toit et de la couverture qui s'est mise en place, notamment au Centre d'études médiévales d'Auxerre, chez Christian Sapin et avec ici mon ami Sylvain Aumard, car on s'est aperçu, à la faveur de chantiers de restauration, où on descend toutes les tuiles dans les goulottes, qu'en réalité, il y avait des tuiles qui paraissaient fort anciennes, mélangées à des tuiles récentes. Qu'en plus, elles portaient des traces de glaçure, donc de décor. Donc, oulala, tout à coup, voilà que c'est intéressant de faire des statistiques, de dessiner de nouveau, d'essayer d'un peu comprendre comment les choses se sont passées, d'autant que
ayant un peu la puce à l'oreille, on a fait faire de l'archéomagnétisme pour s'apercevoir que, et de la thermoluminescence surtout, que sans grande précision, mais tout de même, on arrivait à dater certaines tuiles du XIVe ou du XIIIe siècle, hein, mélangées à des tuiles plus récentes, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des repiquages, c'est-à-dire selon des cycles plus ou moins réguliers, le couvreur, par tranche comme ça, sur le toit, démonte les tuiles, mélange les anciennes encore bonnes avec les nouvelles. Mais généralement, les anciennes, même si elles ont été déplacées, elles viennent de pas très loin, hein, parce qu'on ne va pas passer son temps à faire migrer une tuile depuis un bout du toit jusqu'à l'autre. Non, ce sont des déplacements qui restent localisés. Donc ça a un sens de donner une date à ce genre de tuiles, même approximative, d'autant que les dates approximatives par l'archéomag ou bien l'ATL, comme par hasard, tombent dans les fourchettes données par la dendrochronologie de la charpente. Donc là, ça devient encore plus intéressant. Donc là aussi, il y a du dessin à faire pour certaines choses. De même qu'ici, à Beauvais, mais voilà, je n'ai pas l'image, mais j'ai un relevé ici qui avait été fait par l'architecte en chef Taupin, qui a passé son temps à noter dans une projection géométrale rabattue, donc ce n'est pas la vraie grandeur, toutes les tables de plomb, avec tous les crochets d'attache de ces tables de plomb, toutes les réparations au plomb. La question étant de savoir de quand date la couverture de plomb, parce que quand on date la charpente, on date pas nécessairement la couverture. Bon, alors je ne vais pas vous faire l'histoire de Beauvais ici, c'est très compliqué. Aux dernières nouvelles, il y a un gros chantier aussi au XVIIIe siècle. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi du relevé archéologique à faire à ce niveau-là, coordonné avec des analyses d'Andros, ce que je suis en train de faire à l'occasion du chantier qui est en cours à Beauvais. Alors je n'oublie pas, parce qu'on me pose souvent la question, le fait que maintenant on a des technologies nouvelles et que on peut faire du relevé 3D selon différentes méthodes. Mais tout d'abord, le relevé 3D, ça peut se faire de manière tout à fait classique et traditionnelle. Ici, au centre de recherche des monuments historiques de la médiathèque de l'architecture du patrimoine à Paris, que j'ai déjà cité, il y a, disponible d'ailleurs en ligne, hein, je vous le dis toujours, en tout cas les répertoires, une quantité impressionnante de relevés d'architecture, y compris des relevés de charpente, qui sont tous cotés. Alors là, c'est la méthode des architectes, hein, tout est coté. De tous les grands monuments, enfin de beaucoup de grands monuments français à l'occasion de restauration ou carrément de campagnes de photos et de relevés qui sont organisées par la médiathèque. C'est une démarche que nous n'avons pas en Belgique. Ça, j'insiste là-dessus. Donc, allez sur le site du ministère de la Culture, tapez Centre de recherche sur les monuments historiques, et puis vous avez différentes bases de données, la base Mérimée, la base je ne sais plus laquelle. Vous avez une base de relevé, donc tapez le nom d'une commune, d'un monument, vous verrez tout ce qu'il y a comme relevé ou comme photo. Donc c'est un peu l'IRPA local, sauf qu'à l'IRPA, vous avez une photothèque, ce qu'il y a ici aussi à la médiathèque, mais il n'y a pas d'archives graphiques, il n'y a pas de relevé. Ici, vous avez, même plus que des photos, énormément de relevés, puisqu'on s'intéresse à ça aujourd'hui, que l'on peut consulter. Certains sont publiés en album, comme ici, mais sinon ils sont accessibles. Vous pouvez vous présenter à la médiathèque à Paris. Le problème étant qu'il n'y a pratiquement rien sur la Belgique. Hein, c'est essentiellement des monuments en France. Donc les archives de la médiathèque, dont certaines sont publiées en album, donnent, via ce genre de documentation, la possibilité de faire des 3D. Néanmoins, maintenant, je sais que on va aussi vers des procédés de haute technologie, et en particulier les scanners 3D sont de plus en plus utilisés. On vient d'en acheter un à Liège, d'ailleurs au service de géomatique. Et voici quelques images extraites d'une présentation d'un collègue tchèque lors d'un projet européen que j'avais mené, František Vaclavic, qui montre ce qu'il fait en 3D par scanner. Ici, il s'agit d'un relevé de moulure, mais il a aussi fait des tentatives dans les charpentes. C'est impressionnant, mais personnellement, je trouve quand même ça assez confus. Donc c'est très précis, hein, il y a aucun doute là-dessus. Mais il faut retravailler ça pour le rendre intelligible, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par ailleurs, ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles parce que un scanner 3D dans une charpente, c'est difficile à manipuler. Il y a énormément d'obstacles, il y a des problèmes d'éclairage. Enfin bon, sachez que ça existe, que ça se fait. Voilà. Maintenant, c'est vrai que, si on reprend l'exemple de Beauvais, c'était aussi une manière d'arriver au même résultat que Jean-Louis Taupin avec sa station Total,
Hein, ça donne une idée des mouvements dans la charpente qui proviennent de la pathologie du bâtiment. Voilà un relevé qui est issu, qui est déjà interprété, je crois, à partir d'un scanner 3D. Alors on peut aussi modéliser en 3D. Ben, ça, c'est tout simplement reprendre la documentation de base qui peut être très élémentaire. Donc revoici la maison du Pléban. Donc on a aussi fait appel à la technologie à l'époque, dont on a reconstitué différentes phases en 3D chez une société privée. Hein, donc j'ai oublié le nom de la société. C'était notamment Alain Delchef, architecte, qui s'est occupé de ça. Bon, alors ça, c'est un peu plat dans la mesure où ça utilise des textures standards. Bon, les programmes ont évolué, hein. Ceci, ça date déjà des années 90, je pense. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique pour essayer d'un petit peu comprendre. Donc, on a des hypothèses archéologiques, donc vous avez eu le relevé de détails d'un côté, mais à un moment donné, il faut un peu essayer de comprendre, donc c'est bien de passer à la 3D. Bon, ici c'est pareil, je reprends l'exemple de la cathédrale d'Auxerre qu'on a vu à propos de la couverture. Donc ça, c'est un travail qui a été fait pour le SEM, par une société qu'il faudrait citer aussi. Voilà, c'est l'université de Stuttgart qui a fait ça. Certain Echtenacher en 2005, oui, ça apparaît à l'écran. Bon, alors là, l'idée, c'est de modéliser l'évolution de la cathédrale en fonction des dates d'Andro, en fonction des dates sur les couvertures. Alors, j'ai eu une stagiaire qui a fait de l'AutoCAD et qui a travaillé sur des données de charpente, Célia Dormal, il y a des années à Liège, qui m'a fait des 3D intéressantes pour montrer un peu les structures. On peut aussi, ça c'est les amis tchèques qui le font, essayer de modéliser les étapes de construction d'une charpente. Voilà, ici j'ai simplifié parce qu'il y a beaucoup de diapositives. Ça c'est intéressant pour essayer de comprendre les processus. Hein, parce que bien sûr on peut expliquer une typologie de charpente par des questions de stabilité, par des questions de savoir-faire, de connaissance, de mécanique à un moment donné, plus ou moins expérimentale ou empirique. Mais il y a aussi dans la manière de faire une charpente, me semble-t-il, des choses qui sont liées aux étapes de construction. Donc le processus. Et c'est ce genre de choses que a modélisé ici Irji Blaha à Prague. Alors Célia Dormal a fait aussi des petites 3D intéressantes pour montrer les assemblages. Ça, pour moi, ce sont des 3D purement pédagogiques. Hein, pour faire comprendre. C'est pas ça qui permet d'analyser en soi. Hein, mais c'est confortable pour illustrer un livre, pour comprendre. Et puis moi qui fais du modélisme ferroviaire, comme ça vous saurez tout, j'aime beaucoup les maquettes. Pour moi, on a beau faire de l'informatique, les bonnes vieilles maquettes, ça rend bien des services. Et ça oblige à comprendre. Parce que si la maquette fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas compris. Et c'est vrai pour les charpentes, et un des prédécesseurs, là, Henri Deneux, a fait des modèles absolument fantastiques à l'échelle 1/50e. Ce sont des tout petites maquettes, tous les assemblages sont faits, c'est impressionnant, ça se trouve à Paris, en Cormier. Alors que son collègue allemand Ostendorf, lui apparemment pratiquait surtout le dessin. Et puis voilà, tant qu'à reprendre mon bâtiment un peu fil rouge, là, voici une maquette que j'ai faite un peu théorique. C'est la maison du Pléban dans un état hypothétique 16e siècle, mais ça m'a permis dans une seule maquette de tester la compréhension de la phase 15e, de la reprise en sous-œuvre. Donc, je vous ai dit que mon bâtiment avait perdu son vis-à-vis fantôme. Hein. Alors là, comme il était perdu, je me suis dit, je vais le restituer dans la partie que j'imagine primitive au XVe siècle, tandis que pour la partie dont on avait tous les éléments analysés, j'ai reconstitué l'état modifié au XVIe siècle pour bien comprendre comment le sous-œuvre a été pratiqué et comment la petite extension ici a été bâtie. Ça, c'est une maquette en bois, en plastique carte, en différents matériaux. Alors, c'est une drôle d'échelle, c'est le 87e, mais comme je vous ai dit que je faisais du modélisme ferroviaire, c'est une maquette multifonction, donc elle est sur mon réseau, mais elle a aussi été exposée au Salon du patrimoine à Paris. Donc, vous voyez que c'est joindre l'utile à l'agréable. Mais franchement, faites-le si vous avez l'occasion, c'est très instructif. Alors, des maniaques et des fous comme moi, il y en a d'autres. Hein,
notamment chez les Tchèques, eux, ils travaillent le bois encore à l'ancienne avec différents types d'outils pour faire de l'archéologie expérimentale en réalité. Alors celui-ci, il a fait une maquette à l'échelle 1/20 de la structure. Et là, voilà comment il a travaillé. Donc ferme par ferme, comme le charpentier, avec la mise sur ligne. Il a détaillé tous les assemblages, il a fait toutes ces marques d'assemblage, hein, et il a veillé à ce qu'il y ait sur la maquette des traces d'outils à l'échelle du 20e, et pour ce faire, il a utilisé des outils à l'échelle de la maquette. Hein. Donc pour faire la tracéologie. Donc vous voyez qu'il est encore plus fou que moi. Voilà ses copeaux, il a fait ça dans une petite chambre d'appartement. Hein, voilà tous les copeaux qui résultent de son travail. Alors j'en viens à la tracéologie, car c'est ça la tracéologie, c'est essayer de faire le lien entre une trace d'outil qu'on trouve sur le bois et le geste de l'artisan. De nouveau, on rentre dans une problématique de relevé. Bon, les photos en lumière rasante, ça marche pas mal, vous allez en voir. Maintenant, Sarah Kremer, qu'on ne voit pas ici, mais qui est une de mes anciennes étudiantes, qui est à l'IRPA pour le moment, était dans notre projet européen. Elle a testé un système qui a l'air de pas mal fonctionner, c'est le frottis. C'est bêtement le frottis. Donc vous mettez un papier de soie assez fin sur la surface du bois, et puis vous voyez toutes les traces d'outils. Car là aussi, il y a des choses à noter qui sont pas innocentes. Il y a eu une évolution dans la manière de tailler le bois. Et si vous rentrez par exemple à l'intérieur de la charpente du château de Cheverny, vous allez voir des bois dont une face a des traces d'outils de ce type-ci à la hache, et puis là des traces de sciage. Donc ça veut dire que c'est une grume qui a été d'abord équarrie à la hache, et puis dont les éléments équarris ont ensuite été refendus en 4 à la scie, selon la méthode que vous voyez là. Et donc c'est intéressant de cataloguer tous ces procédés et de les dater évidemment en dendrochronologie, car on s'aperçoit que cette façon de faire se répand par exemple dans certaines régions à partir du XVIe siècle. Alors c'est pas général, il faut pas appliquer ça de manière absolue, mais il y a quand même des tendances. Mais ça suppose qu'il faut enregistrer cela. Hein. Alors il faut l'enregistrer en dessinant, en photographiant, mais en tout cas il faut trouver une méthodologie. Voilà par exemple ici des pièces refendues à la scie à Gand. Là en plus le charpentier était très sympa, il a mis la date. Hein. Ça correspond avec la Nandro. Traces d'outils également au niveau de la manière de faire les marques d'assemblage. Voilà d'autres traces d'outils un peu particulières. Il semblerait que ce soit une herminette, donc un outil plus étroit qu'on a vu avec Sylviane au quai, mais qui est au bois de construction justement, on ne pouvait pas mieux tomber, à Bruxelles. Et là, il semblerait que le reste de la pièce est taillé à la scie. Et puis là, tout à coup, il y a un autre outil, mais il y a une grosse branche. Donc le charpentier s'est un peu énervé, il a pris un autre outil, il a tourné autour de la branche. Donc vous voyez qu'il y a un tas de niveaux de lecture qui peuvent apprendre beaucoup de choses. Ce que je dis pour le bois est vrai pour la pierre aussi. Hein. Tout ce que je suis en train de dire là, je pense, est transposable pour toute approche archéologique. Et enfin, je termine par ce lien que je voulais faire entre ce que disent certains traités anciens et l'archéologie. On a eu l'occasion de travailler au château de Chambord, à un moment où on travaillait sur les planchers parce qu'il y avait eu un accident. Il y a une poutre qui a cédé, bon, une dame qui a été blessée, ça fait toute une affaire. Et donc tous les planchers ont été testés après coup. Et l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France, Jean-Lucien Gonou, m'a dit tiens, viens voir, j'ai dégagé, est-ce que tu pourrais pas dater, etc. Un système de plancher un peu particulier dans l'aile François Ier. Ce sont en fait des poutres armées. Donc voilà le relevé archéologique. C'est une poutre donc comme un entrée qui a tendance, mais c'est une poutre de plancher ici, donc par son propre poids, vu la portée du bâtiment, il a tendance à fléchir. Et pour le raidir et éviter sa flexion, il est renforcé par un système de 3 pièces qui sont là en tension, avec des cerclages métalliques qui règlent le niveau de tension de la poutre armée. En plus, il y a des feuilles de plomb, on en a ramené une là qui sert vraiment à ce que le contact entre les 3 parties des pièces supérieures soit impeccable. Donc tout ça constitue un système pour franchir une portée importante. On appelle ça une poutre armée. Et le système, il est tout simplement décrit dans le traité de Mathurin-Jousse. Et on a remis les deux relevés à l'échelle pour se rendre compte qu'en fait,
Alors, bon, ici, on est avant Mathurin-Jousse, hein, donc c'est un procédé qui existe avant Mathurin-Jousse, mais Mathurin-Jousse le publie, l'officialise dans son traité, alors qu'il existe auparavant. Bien, ben voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je m'étais promis de faire. Donc c'est un petit peu un pot pourri, hein, je m'en rends compte. Mais bon, c'est sous un autre point de vue qui est celui de la méthodologie, le fruit d'un certain nombre d'expériences personnelles ou de mon équipe. Mais je le répète, qui sont transposables à toute démarche archéologique au sens large, à tout matériau autre que le bois dans l'archéologie du bâti. Merci de votre attention. S'il y a des questions, évidemment, je suis prêt à y répondre. Oui. Mais à propos de la technique du scanner ou bien non, du principe de la 3D. Mais moi, je pense que dans tout ça, tout est complémentaire, évidemment, on l'aura compris. Mais si je reprends... Bon, il faudrait prendre le livre et l'ouvrir simplement. Si je me place du point de vue de la simple lecture typologique, donc typochronologique, je crois qu'on a une lisibilité différente selon qu'on présente une 3D ou bien plusieurs 2D juxtaposés. D'abord, la 3D, c'est plus de boulot, hein, ça c'est incontestable. Du point de vue économique, ça prend beaucoup plus de place dans le livre. Alors, il y en a aussi dans le livre, il y en a à la fin au niveau du glossaire. Par exemple, dans le glossaire, il y a 4 3D de charpente qui sont par ailleurs présentés en 2D. Et c'est là pour expliquer le vocabulaire et les grands principes. Mais présenter 300 modèles 3D, hein, c'est ça qu'il faut penser. Hein. À cette échelle-là de lecture, c'est pas gérable. Et je pense que la 3D, on se la reconstruit soi-même mentalement, quoi. Hein. On a la transversale, mais l'important, c'est d'avoir toujours, par exemple, la transversale à droite, la longitude à droite, la transversale à gauche, et la transversale partielle. Et quand il y a un code comme ça, mais ça ne s'applique qu'à cette vision-là. Hein. Si on fait une monographie sur un édifice, on ajoutera volontiers une 3D. Mais pour comparer des échelles de grandeur, par exemple, je pense que c'est plus facile de comparer plusieurs 2D au 200e que plusieurs 3D. Si je reprends la maquette, c'est intéressant de comparer ça au travail de la maquette de notre ami tchèque, là. Bien sûr, c'est pour obtenir une maquette qui est une 3D. Mais quand il a travaillé, il n'a pas travaillé en 3D, il a fait des plans en 2D. Et c'est à ce niveau-là que se pose la question de métrologie, de savoir si on prend un triangle équilatéral ou si la pente est plus douce, comment on coupe la portée de l'arbalétrier en autant d'étages de faux entrées, etc. C'est plus facile, et c'est d'ailleurs comme ça que le Charpentier a travaillé, de comparer ce niveau-là de lecture, me semble-t-il, pour ce type de questions-là. Mais sinon, la 3D a aussi son intérêt. Hein. Mais oui et non. Le problème du compagnonnage, c'est que celui qu'on connaît maintenant, qui est un petit peu cultivé autour de
d'un certain élitisme dans les formations des compagnons qui se sont pratiquement retirés de leur famille un certain temps, etc., qui vivent en communauté. C'est que c'est une tradition qui apparemment a été remise en selle au XIXe siècle, notamment avec toute l'histoire du père Soubise, etc. Et donc, je ne suis pas certain qu'il y ait véritablement une tradition d'origine médiévale. Il y a eu une coupure avec la révolution industrielle. Donc, en fait, le système des charpentiers, le compagnonnage classique, il vit sa vie de manière normale jusqu'à la révolution industrielle. Et puis il y a cette révolution. Et enfin, de ce que j'en ai lu, il a été remis en selle au XIXe siècle, et particulièrement en France d'ailleurs. Donc, c'est un compagnonnage essentiellement français qu'on n'a pas chez nous. Pour prendre un exemple tout à fait concret, je vous ai montré des marques d'assemblage. Si vous lisez l'encyclopédie des métiers des compagnons, ils vous diront que la contre-marque est systématiquement à gauche ou à droite, par exemple. Je ne sais plus ce qu'ils disent, mais enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais on voit bien que dans la réalité que c'est pas vrai. Dans la réalité, elle est tantôt à gauche, tantôt à droite. Alors moi, j'avais relevé des tendances. Statistiquement, il était un peu plus souvent à droite ou un peu plus souvent à gauche, je ne sais plus. Enfin, c'était pas si systématique que ça. Tandis qu'eux, ils ont tendance à systématiser. Par ailleurs, les compagnons actuels ont développé une connaissance, une maîtrise de la géométrie, justement, qui est, à mon avis, beaucoup plus sophistiquée que ce que les anciens pratiquaient. Il faut voir c'est la géométrie descriptive, en fait. Il faut voir les épures qu'ils font dans les chefs-d'œuvre, notamment pour des choses qui complexifient à plaisir, comme des raccords de nous, ou bien des croupes qui se pénètrent les unes dans les autres. Vous verrez jamais ça dans une cathédrale. Il y a des croupes, il y a des parties un peu difficiles, mais le charpentier sur terrain est un peu plus pragmatique. Il ajuste un peu par essai et par erreur. Il n'y avait certainement pas toute cette connaissance de la géométrie descriptive qui est... Il y a une connaissance géométrique, ça oui, mais qui n'est pas poussée ou pas de ce que la tradition actuelle met en valeur et qui remonte au XIXe siècle et à toute cette connaissance de ce qu'on appelle la stéréotomie dans la pierre, quoi. Oui. C'est difficile à dire. Oui. On lance comme ça des hypothèses et puis parfois il faut un peu revenir dessus. Moi, le premier. Bon, ceci, c'est l'évolution telle que je l'ai perçue quand j'ai fait le bouquin sur le Nord et la Belgique. Maintenant, je te dirais, mais il faut que j'aille pêcher dans mon disque, mais je peux te remonter le même tableau qui est inédit et qui est valable pour l'ouest de la France. Il est déjà moins catégorique, je veux dire, il est un peu plus diffus, mais ici, il y a quand même manifestement une explosion de savoir-faire qui démarre au début du XIIIe siècle. Mais c'est toujours la même question de Raymond DeVos, est-ce que c'est l'œuf le père de la poule ou la poule la mère de l'œuf? Dans ce sens que les bâtiments deviennent plus hauts, c'est incontestable, les pentes de toit deviennent plus raides et en gros c'est 60 degrés, ce qui en plus permet d'inscrire le dessin dans un cercle par toute une série de constructions géométriques. Mais je ne sais pas qui a commencé, donc est-ce que il y a une volonté du commanditaire de faire des bâtiments de plus en plus hauts, ce qu'on appelle le gothique, voire des toitures de plus en plus hautes, en tout cas dans le nord, parce que c'est pas du tout vrai dans le sud. Dans le monde méditerranéen, on reste fidèle à des toitures de tuiles et de pentes douces. Et donc forcément, ça génère des problèmes techniques, parce que c'est bien beau de vouloir faire haut, mais il faut que ça tienne. Et donc les structures deviennent beaucoup plus complexes dès lors que l'on passe d'inclinaison de toiture à 25, 30, maximum 45 degrés, à des pentes qui font généralement 60 degrés, parfois un peu plus, mais c'est assez rare. Et c'est effectivement à cette époque-là qu'apparaît, par exemple, le système des travées de charpente. Qu'elles soient alignées ou pas sur les travées de pierre, il y a quand même des travées de charpente. La ferme principale, la ferme secondaire, c'est quelque chose qui, chez nous, apparaît début 13e, apparemment un peu plus tôt en Normandie. On a déjà des cas en Normandie fin 12e. Mais chez nous, c'est plutôt début 13e. On a encore eu le cas là, à Woluwe-Saint-Lambert.
Et donc, il y a une grande inventivité, c'est incontestable, à cette époque. Et en effet, c'est peut-être pas nécessairement dû à l'approvisionnement, enfin à une diminution des ressources forestières, parce que j'ai un collègue ingénieur là, de l'école d'architecture de Lyon qui, pour le prochain bouquin sur l'Ouest, a fait un chapitre sur la mécanique des charpentes. Donc il explique comment fonctionne d'un point de vue mécanique une charpente. Et je lui ai donné en pâture en quelque sorte une étude, enfin, une charpente qui est celle de la cathédrale de Poitiers, où il y a une phase plutôt 12e et une phase 13e. Une phase 13e qui est très inventive du point de vue structurel, qui paraît beaucoup plus légère, qui consomme beaucoup moins de bois. Et moi, il me démontre par A plus B qu'il n'y a pas moins de bois dans celle-là que dans l'autre. Simplement, ils sont mis différemment. Mais la structure est mieux comprise, par contre, d'un point de vue mécanique. Pas parfaitement, parce qu'il m'a dit, s'il avait vraiment été malin, il aurait mis ses contrefiches plus près de l'entrée. C'est ce qu'on ferait aujourd'hui. Enfin, il y a quand même une approche empirique, mais une approche qui est plus fidèle à ce que devrait être, du point de vue mécanique, idéalement, une charpente. Mais en quantité de bois, en masse, en mètres cubes, quoi. Voilà, en mètres cubes bois, il y a finalement, contrairement à l'a priori que j'avais, pas tellement de différence. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est clair, hein, mais bon, comme on travaille ensemble sur Bruxelles pour le... Bon, alors, le système de Bruxelles, enfin, je vais l'appeler comme ça pour simplifier, il est ici, mais... Oui, beaucoup plus tard, c'est le numéro 46. Voilà, donc c'est le système des portiques. Enfin, c'est petit hein, à cette échelle-là, mais c'est cette typologie-là. Ça, c'est la typologie qui se répète à Bruxelles. Le problème, c'est que, voilà, dans la chronologie, j'ai aucun exemple très ancien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais il y a un problème de conservation. Et entre, pour prendre le cas de Bruxelles que tu évoques, ce qu'on a à Woluwe-Saint-Lambert, qui est de cette famille-là, et puis ce qu'on a ailleurs qui est de cette famille-là, il y a tout ceci, on n'a pas d'exemple du 13e, 14e, on a du mal à les trouver à Bruxelles. Alors si on en avait à Bruxelles, est-ce qu'on aurait ceci? Voilà la question. Est-ce qu'on aurait ceci à Bruxelles, au 13e, ou pas? Ou bien est-ce qu'on a déjà des choses qui ressemblent à ça, mais à chevaux ferme? Oui, tout à fait. Puis bon, il y a surtout la Biloc à Gand, hein, voilà. Donc si à Bruxelles, on devrait plutôt être dans un contexte de ce type-là. Comment? Le bois, oui, mais la structure. Non, mais d'accord, mais c'est tout le problème de l'endroit où il y a le bois, on fait pas assez. Oui, parce que... Si on fait une corrélation entre la structure des fermes et la possibilité... La quantité... Oui. Oui, mais comme toujours, ce sont différents paramètres qui se croisent et c'est pas facile de... Enfin, l'analyse consiste à décomposer ça en éléments simples de réflexion, mais c'est pas toujours si facile, quoi. Alors, tantôt on se dit oui, c'est vraiment une question d'approvisionnement. Non, c'est une question de technique, de savoir-faire. Non, c'est une question de processus. Hein, parce que le portique, c'est peut-être pas seulement économique, c'est peut-être simplement aussi parce que ça permet d'avoir ce que les Allemands appellent le Liegenderstuhl, donc la chaise couchée sur laquelle on grimpe, pour ensuite mettre les fermes secondaires. Donc, il y a dans chaque système des intérêts fonctionnels, autant pour le montage que pour le comportement mécanique. Mais là, on quitte la question du relevé. Mais c'est vrai que quand on relève, c'est pour ensuite interpréter en se posant ces questions-là. D'où l'importance des 3D, évidemment, hein, dans ce cas-là. Mais de nouveau, une 3D qui sort de l'ordinateur ou la maquette que l'on fait, c'est pas pareil. Moi, je me souviens, pour l'exposition de Paris, là, j'ai fait faire une maquette de la Biloc et puis d'une charpente de Maastricht, je sais pas où. Et puis alors, le gars, c'était... je sais pas comment il s'appelle, moi. Enfin, le menuisier qui travaille à la Pédieu. Et il me dit, non, je me suis trompé. J'ai monté toute ma charpente. J'arrive pas à monter les fermes intermédiaires sur sa maquette. Mais je dis, évidemment, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait d'abord monter comme ci, comme ça, les pannes. Et puis vous introduisez... c'est exactement ça dans la réalité, hein. Donc le problème se retrouve dans la maquette.
Mais avec l'ordinateur, on clique et puis ça vient dessus sur l'écran. Mais quand on doit vraiment prendre la pièce, la manipuler, même si elle est toute petite et qu'on n'arrive pas à la faire rentrer dans sa maquette parce qu'on n'a pas fait les choses dans le bon ordre, bah, c'est une manière de comprendre le processus. La dendro est fiable, bien entendu, mais il faut encore faut-il bien l'utiliser. Si, ça dépend des époques, ça dépend des endroits. À Bruxelles, par exemple, je vais autant dire qu'on est en train de se casser les dents, sérieusement. Euh, et bon, ça marche. Parfois, ça marche bien, des fois, ça marche pas bien. Mais ce qui marche pas bien est intéressant aussi parce que ça permet de comprendre comment. Bon, à Bruxelles, on a la totale, hein. On a des charpentes qui sont pleines de réemploi et qui en plus ne sont qu'en chaîne pour 10% ou pour 0%, avec du fruitier, avec du peuplier maintenant, avec qu'est-ce qu'on a encore eu récemment, du frêne. Bon, alors là, on est. Mais en même temps, c'est significatif de quelque chose. Non seulement on est à Bruxelles, mais en plus on choisit des bâtiments où vraiment pour se compliquer la vie, parce qu'on est dans du vernaculaire, mais c'est la réalité du terrain, ça. Hein. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur des grands monuments, bon, c'est sûr que quand on va à Notre-Dame-de-la-Chapelle, on a moins de soucis. Hein. Mais voilà, le béguinage d'Anderlecht, hein, c'est autre chose, c'est des bâtiments plus modestes. Oui, à mon avis, oui. Enfin, en tout cas, il y a moyen de voir des choses. Enfin, je dis toujours, il y a moyen en tout cas de faire des typochronologies. C'est ça l'intérêt du bois, c'est on peut faire la dendro et des dessins, et donc on a une merveilleuse typochronologie. En plus, on a la localisation géographique, donc ça fait trois paramètres pour enrichir de superbes bases de données. Et bon, il y aurait moyen, mais c'est des thèses de doctorat, quoi, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire à l'échelle de l'Europe. Hein, mais l'information, elle est là. Hein. Il suffit d'aller la chercher. On avait déjà, bon, dans le projet européen qui a duré 3 ans, on avait envisagé ce genre de choses. On avait jeté plus ou moins les bases d'un réseau pour travailler. Le problème, c'est qu'on a été financé par un projet Culture 2000, et où il faut faire entre guillemets du bling bling, hein, donc de l'événementiel, des choses pour le public. Et malheureusement, la recherche de base, c'est mal perçu dans les rapports vis-à-vis des projets Culture 2000. Il faudrait dans les projets recherche, mais les projets recherche, les programmes cadres sont dans le domaine du patrimoine, c'est très difficile. Enfin, ça a peut-être changé, mais je ne sais pas, c'est très difficile à obtenir, c'est de toute façon très lourd. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faudrait faire au niveau d'un réseau européen. Un des Tchèques avec qui on travaille, un jeune gars, avait commencé dans sa région, c'était assez intéressant. Et puis le pauvre gars, il s'est tué en alpinisme, donc là aussi, l'idée n'est pas aller plus loin. Mais non, mais c'est du temps, il faut du temps. Mais toutes les charpentes en sont pleines, hein, donc mais ça, c'est des problèmes bêtement pragmatiques. Hein, enfin, l'équipe ici de Bruxelles le sait bien. Hein, quand on entre dans un bâtiment, il faut aller chercher la clé. Je rigole pas. Hein, il faut trouver la clé, il faut trouver l'électricité, il faut prendre les rendez-vous. On arrive sur place, on travaille une journée, on a à peine fait ce qu'on veut faire. Donc bah, tout compte fait, il faut travailler 15 jours dans ce bâtiment. Oui, mais 15 jours plus 15 jours plus 15 jours. Mais c'est vrai qu'au final, on pourrait avoir encore plus fantastique. Déjà, ceci, en soi, c'est un exploit. Hein. Si j'avais pas eu l'aide de la médiathèque à Paris, je n'aurais jamais été capable de sortir ça. J'ai fait à titre personnel, seul, dans ma thèse, pour la petite région qui est la Wallonie, et une quantité relativement modeste de bâtiments. Et puis là, on a amplifié l'étude grâce à des collaborations. Mais pour aller plus directement dans les questions de marque d'assemblage, il faudrait faire des équipes de travail. Et en plus, ce que je crains un peu, c'est que dans ce genre d'approche, enfin ça c'est une remarque générale pour la recherche, je pense, je ne sais pas si mes collègues la partagent, mais c'est ce genre de projet de recherche qui ne peut fonctionner qu'en équipe. Or, le système pour obtenir des bourses de doctorat ou pour obtenir est un système qui est clairement individualiste. Hein. C'est un projet de recherche pour une personne en 3 ans, et ça doit se faire pour l'essentiel tout seul. Alors que pour une idée comme celle-là, ben, il faut mettre 15 chercheurs de 15 pays et les faire travailler de la même manière dans un travail collectif. Mais ça, c'est plus difficile, non? Enfin, je sais pas, mais... Bien.
Merci de votre attention.